Ludovic, est-ce que vous nous entendez correctement? Alors, nous allons pouvoir commencer. Je remercie ceux qui ne sont pas intervenants de bien vouloir couper leur caméra et leur micro. Monsieur Belin, alors on sort d'une table ronde régionale à laquelle ont participé près de 150 personnes de 14 h à 15 h 30, avec des interventions déjà du vice-président de la région, monsieur Labarthe, et puis à la suite de Fibois, et puis de la DRAF et de la DAF, c'est-à-dire la Direction de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt à la région Occitanie. Et dans le prolongement de cette table ronde régionale, nous avons donc à vous proposer une table ronde locale avec les interventions de l'ONF, de la forêt, de la coopérative de la forêt privée, et puis de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a également une offre de service à l'attention des entreprises de la filière bois. Donc, je remercie les personnes qui sont là et qui ne sont pas des intervenants de bien vouloir couper leur caméra, s'il vous plaît. Et Monsieur Belin, je vous laisse la main pour la première intervention de cette deuxième partie de l'après-midi. Vous devez pouvoir partager votre écran. Je vais vous céder la main. On ne vous entend pas, sauf si vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Ça y est. Oui. Monsieur Belin. Oui, vous m'entendez? Tout à fait. Bon, très bien. J'ai réglé mes petits problèmes d'outils et de connexion. Donc, ça commence toujours comme ça, une visioconférence, il faut se caler. Donc, Ludovic, est-ce que vous nous entendez? Bon, très bien. Oui, c'est réglé. Ah, parfait, on vous entend également. Monsieur Belin, est-ce que vous pouvez partager votre écran ou vous souhaitez que je partage moi-même votre présentation? C'est au choix. Écoutez, faites-le, vous aurez plus l'habitude que moi. Alors, je m'en occupe tout de suite. Là, voilà. Par contre, je ne vais pas la mettre en mode diaporama parce que ça va nous perturber l'affichage. Donc, je vais la mettre en affichage classique. Je la mets tout de suite. Voilà, vous la voyez? Oui, très bien. Alors, vous me ferez un petit signe quand il faudra. Alors, attendez-moi, est-ce que je puisse vous donner la main, peut-être? Oui, ça serait bien, effectivement. Ça me permettrait... C'est pas gagné. On va y arriver. Je pense pas que je puisse. Ah. Ou alors, est-ce que c'est moi qui dois prendre la main? Oui, il faut cliquer en haut sur demander le contrôle. En haut à gauche. En haut à gauche. OK. La fonction est désactivée. Ah, c'est désactivé, oui, j'y arrive pas là. La fonction désactivée a été désactivée par l'administrateur à l'origine du partage. Ouais, donc je sais pas d'où ça vient. Bon, mais je vais commencer, je vous le dirai au fur et à mesure. Oui, oui, je vous écoute, vous me ferez un petit signe à chaque fois. Ok, donc je vais commencer cette présentation pour parler du rôle de l'ONF en matière d'approvisionnement en amont de la filière bois pour la partie forêt publique et en particulier de notre rôle en termes de sécurisation de l'approvisionnement des industries de l'amont de la filière bois. Alors cette petite slide pour présenter rapidement un peu l'organisation territoriale sur le territoire de la Lozère et puis le territoire voisin de l'Aveyron à la demande de Sébastien. Donc pour la Lozère, effectivement, l'ONF est organisée avec une agence départementale
Et là, vous avez donc les surfaces gérées et un petit peu l'organisation sur la base de 4 unités territoriales qui sont réparties de la façon suivante. Une qui couvre la Margeride, une qui couvre le secteur de Mende et les Grands Cosses, une autre sur les Cévennes et puis une dernière autour du Mont-Lozère, pour faire simple et rapide. Donc les surfaces qu'on gère en forêt publique sur le département représentent un petit peu plus de 57 000 hectares, dont 32 000 de forêt domaniale et 25 000 de forêts appartenant à différents propriétaires publics, en particulier les collectivités, et avec la grande particularité sur le département de la Lozère de nombreuses sections, mais on a aussi différents établissements publics, qu'ils soient hospitaliers ou établissements publics comme le Parc national des Cévennes, qui a aussi des forêts et sur lesquelles on intervient en gestion à leur côté. Côté Aveyronnais, vous avez quelques chiffres. Alors effectivement, l'Aveyron, la partie forêt publique est moins importante et le département de l'Aveyron est intégré en fait dans l'agence qui couvre 4 départements et qui est basée sur Castres, Aveyron, Lot, Tarn et Garonne. Sur cette agence-là, les 2 départements principalement forestiers, en tout cas au niveau des forêts publiques, étant l'Aveyron et le Tarn. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, effectivement, c'est pour faire le lien un petit peu avec l'intervention de Fibois, là, tout à l'heure, sur l'interdépendance entre les différents acteurs de la filière forêt-bois. Il y a bien sûr en amont, nous, gestionnaires forestiers privés ou publics, et en lien étroit avec toutes les industries de l'amont. Là, j'ai repris effectivement les différents usages qu'on a entrevus tout à l'heure, enfin les différents produits qu'on peut trouver en forêt et les liens avec les industries de première et de deuxième transformation. Sur la diapo suivante, on peut voir que le forestier, alors on l'a abordé aussi tout à l'heure, bon, désolé pour les redites, mais c'est un petit peu pour se replacer dans notre contexte lozérien et dans la grande diversité de peuplement et de produits et de stations que l'on a en forêt. Effectivement, quand un forestier est amené à désigner des arbres et à procéder à des éclaircies, à des coupes d'arbres, on a une grande diversité de produits que nous, en tant que sylviculteurs, on va essayer de valoriser au mieux en fonction des besoins du marché et de la filière. Donc bois d'œuvre, bois d'industrie et bois énergie, en allant du plus rémunérateur à celui qui l'est beaucoup moins, mais qui, pour le département, en tout cas lozérien, le bois d'industrie et le bois énergie occupent une place très importante dans nos peuplements et dans les différents lots de bois qui peuvent être mis en vente. Sur la diapo suivante, là, je vous présente les volumes qui sont issus de nos documents de gestion durable, que sont les aménagements en forêt publique. Donc, on va dire que toutes nos forêts sont quasiment aménagées, puisqu'on a 100% de surface en forêt domaniale qui sont régies par des documents d'aménagement en vigueur et 98% en forêt des collectivités. Donc, à partir de ces documents de gestion durable, il y a des programmes de coupe et de travaux qui sont prévus annuellement et qui sont mis en œuvre. Donc là, vous avez la traduction sur les 3 dernières années des volumes qui sont proposés, mis en vente par l'ONF à l'échelle départementale, avec une évolution qui est en progression régulière. Donc là, vous voyez sur l'Occitanie. Et sur la diapo suivante, vous devriez avoir les chiffres sur les 3 premiers bâtonnets correspondent au volume proposé, enfin désigné en forêt et proposé en vente sur le département lozérien. On voit qu'il y a une augmentation actuelle qui se fait année après année, qui est principalement liée à la montée en puissance des boisements issus du Fonds forestier national, en particulier sur la Margeride, plus particulièrement au sein des nombreuses sections et collectivités. Sur le département de l'Aveyron, il y a un petit peu plus, enfin une quasi-stabilité. Voilà.
Alors, effectivement, pour sécuriser l'approvisionnement de l'amont de la filière bois, on essaye d'y répondre de plusieurs façons. En essayant, en tout cas, de proposer des volumes de bois tout au long de l'année dans le cadre de vente de l'eau de bois sur pied classique à travers différentes ventes publiques. Et puis on verra tout à l'heure aussi à travers le développement du bois façonné. Alors pour la partie bois sur pied, achat sur catalogue, l'organisation actuelle se fait autour, pour l'année, alors là vous avez les éléments pour 2020 et 2021, mais donc autour de 2 grandes ventes, vente de printemps et vente d'automne, là qui correspondent à des lotissements spécifiques sur des lots de bois frais plutôt de grande taille. Donc là vous avez les dates des ventes qui apparaissent, donc celles écoulées sur 2020, qui sont déroulées sur le Mas Gros, avec la mise en place et le développement de ventes en ligne en parallèle. Et puis pour 2021, effectivement, avec la crise sanitaire, même si les lieux ont été définis, on n'est pas du tout sûr de pouvoir les tenir en salle. À minima, ça se tiendra en ligne, avec l'ensemble des professionnels qui ont bien pris en main l'outil depuis l'année dernière. Et donc, si on pouvait les tenir en salle, effectivement, la vente de printemps à l'échelle du Sud Massif Central aurait lieu sur la Bruguière et celle d'automne au Mas Gros le 12 octobre 2021. Donc ça, c'est les 2 grandes ventes de l'année, auxquelles s'ajoutent des ventes de taille un petit peu plus modeste et qui sont réalisées 100% en ligne. Il y en a eu 2 en 2020, on va passer à 3 sur 2021 pour répondre aux besoins de toute la filière et des utilisateurs. Donc là, vous avez les dates qui apparaissent. Il y en a une qui vient de se dérouler le 30 mars 2021, une autre qui aura lieu mi-juillet et une le 17 septembre. Voilà. Alors, à cela peut s'ajouter quelques consultations ponctuelles, souvent pour des lots avec des urgences particulières qui peuvent être liées à des urgences sanitaires, par exemple. Et puis, on a aussi développé depuis 3 ans un catalogue permanent de vente en ligne pour les couples qui sont restés invendus et sur lequel il y a des conditions d'exploitation souvent un petit peu plus complexes, un peu plus difficiles, mais qui permettent là aussi de proposer aux différents utilisateurs de la filière des volumes qui sont accessibles immédiatement tout au long de l'année. Sur la diapo suivante, donc là, on a les volumes de vente qui apparaissent avec la répartition entre forêt communale et forêt domaniale sur les 2 premiers bâtonnets de gauche, donc pour la Lozère, et puis à droite pour la partie Aveyron, Tarn, Lot-et-Garonne. On voit que les volumes sont... alors attendez, je mets sur mon écran en parallèle parce que j'ai un petit problème de vision. Donc apparaissent sur la diapo que vous avez les volumes proposés, donc qui est la totalité de chaque bâtonnet, et les proportions de volumes vendus. Ce qui est en rose, effectivement, correspond au fameux volume invendu dont je vous parlais à l'instant. Et puis, dans les différents modes de vente, sur la diapo suivante apparaît un mode de vente qui se développe sur la Lozère depuis 2017, mais qui avait commencé en Occitanie aux alentours des début des années 2010-2011. Donc, le développement du bois façonné avec donc c'est la partie grise en bas des différents bâtonnets, avec une proportion donc qui représente aujourd'hui 24% à l'échelle de l'Occitanie, mais qui correspond à une vraie demande des transformateurs, qu'ils soient scieurs ou industriels au niveau de la filière. Et sur la diapo suivante, on voit un petit peu plus en détail. Je vous laisse passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Je crois que je viens de le faire, mais... Ah, ça ne s'affichait pas chez moi, donc du coup, voilà, bon. OK. Donc, et là, on a un petit peu plus en détail l'évolution, donc à la fois
des volumes totaux proposés au niveau de la vente et des ventes réalisées, et l'évolution des volumes de bois façonné. On voit que sur la partie lozérienne, l'évolution donc qui s'est mise en place, je dirais seulement en 2017, progresse année après année avec des demandes qui sont en constante augmentation auprès des différents utilisateurs scieurs locaux. Avec ces ventes de bois façonné sont faites sous la forme de contrats d'approvisionnement qui sont soit annuels, mais la plupart du temps triennaux, qui permettent pour chaque transformateur, chaque scieur, de sécuriser à la fois des volumes d'approvisionnement et des prix sur une année complète, voire sur 3 ans, surtout, et donc d'engager des investissements en conséquence, avec beaucoup plus de visibilité, de sécurité sur l'approvisionnement. Mais l'autre avantage, il y a plusieurs avantages à cela pour les clients bois, c'est que ça leur permet à la fois de passer un petit peu moins de temps sur la partie mobilisation, suivi d'exploitation, identification des coupes, et du coup de se concentrer un petit peu plus sur leur production et sur l'aspect commercial à l'aval de leur industrie. Donc là, ce qu'on enregistre chaque année, c'est des demandes en hausse auprès de tous les contrats que l'on a actuellement. Et sur la diapo suivante, vous avez un petit peu plus de détails avec à l'échelle de l'Occitanie, donc cette partie-là de bois façonné représente aujourd'hui un peu plus de 160 000 m3 pour 66 clients. Et sur la Lozère, on était l'année dernière à 29 000 m3 contractualisés pour 11 scieurs ou industriels localement et 5 hors Lozère. Donc ça, c'est pour insister sur le fait qu'au niveau de l'ONF, au niveau de la région Occitanie, mais on va dire sur l'ensemble du territoire, on privilégie bien sûr la sécurisation de l'approvisionnement de toutes les industries locales. Et une fois ces approvisionnements et ces demandes remplis, contractualisés, il y a une partie des produits qu'on a vu tout à l'heure là sur les différents schémas, en particulier celui avec l'arbre, où on voit qu'il y a, j'ai évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de bois d'industrie et de bois de trituration, de bois énergie. Et effectivement, dans les nombres de clients qui sont situés hors Lozère, il y a entre autres tout ce qui est trituration avec les papeteries de Tarascon ou de Saint-Gaudens, par exemple. Et puis quelques scieurs locaux, parce que bien sûr, les bois se limitent pas, leur déplacement et leur usage ne se limitent pas aux limites départementales, mais il y a effectivement des transferts qui s'opèrent entre départements voisins. On va dire qu'effectivement, on travaille en priorité à l'échelle départementale, à l'échelle lozérienne, mais aussi à l'échelle du Massif central. Vous avez aussi les chiffres côté aveyronnais. Pour ce qui est de ce nouveau mode de vente qui monte en puissance, bien sûr, sur la diapo suivante, je vous montre aussi tout le travail qu'on réalise en amont, de sécurisation aussi, de professionnalisation comment dire, oui, de sécurisation de tout ce qui est mobilisation des bois en forêt, avec des contractualisations aussi là qui s'opèrent avec les entreprises de travaux forestiers, d'exploitation forestière, qu'elles soient mécanisées ou en exploitation manuelle, et même par câble mât. On a fait quelques chantiers les années précédentes, et ça va se poursuivre. Mais on a aussi contractualisé avec 4 transporteurs au niveau départemental pour pouvoir effectivement mobiliser ces bois et les livrer. On livre plus de 50% de volume qu'on contractualise en bois façonné au jour d'aujourd'hui, ce qui permet d'apporter un service effectivement à nos scieurs, nos industriels, et
et d'assurer des livraisons plus régulières, une mobilisation plus régulière tout au long de l'année en fonction des aléas climatiques. Donc là, je fais le lien effectivement avec les programmes d'investissement, les aides de la région, de l'État et de l'Europe. On a permis à un certain nombre d'entreprises de travaux forestiers, du coup, de renouveler leur matériel ou de s'équiper avec des nouveaux matériels grâce à ces contrats qu'on passe sur 3 ou 4 ans avec eux, avec des volumes minimum garantis et des prix qui sont établis à l'avance en fonction des différents types de coupes et des difficultés qui sont rencontrées. Donc côté lozérien, c'est plus de 12 entreprises avec qui on contractualise, plus 4 transporteurs. Et côté aveyronnais, 4 ETF avec des volumes mobilisés qui là aussi continuent à progresser. Voilà, j'en ai terminé a priori pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Oui, merci à vous pour votre intervention, hein, effectivement. Et compte tenu du nombre plus petit par rapport à tout à l'heure de participants, on peut effectivement envisager quelques questions. Alors, on est dans une interface là qui est peut-être moins adaptée que la précédente pour faire interagir, mais vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole, c'est le plus simple, je pense. Comme ça, moi, je pourrais vous la donner, évidemment, mais pour donner un peu d'ordre quand même dans cette réunion, si jamais il devait y avoir plusieurs prises de parole, hein. N'hésitez pas, en tout cas, puisque les interlocuteurs sont ouverts à la discussion, il faut en profiter. Donc, n'hésitez pas à lever la main par le petit bouton qui se trouve en haut à droite de votre barre d'outils. Et tant qu'aucune main n'est levée, on poursuit. Et dès que j'en verrai une se lever, je vous donnerai la parole. Ok. Je propose de poursuivre avec Ludovic Perrault. S'il est là, voilà. Ludovic, vous pouvez partager votre écran ou vous voulez que je le fasse? Allez, soyons fous, on va tenter le partage d'écran. C'est possible. Hop, c'est là. Parfait. Donc il va y avoir une forme de redite par rapport à l'intervention de M. Belin, à l'exception près que ce sera un voyage cette fois-ci dans le domaine privé. Donc en ce qui concerne la coopérative, elle couvre donc les deux départements cette fois-ci du Gard et de la Lozère. Elle a un peu plus de 2500 adhérents. Donc elle est sur le territoire depuis 1986. Pour une surface, alors non pas gérée, mais sous adhésion de 52 000 hectares. Comme l'orientation aujourd'hui était vraiment dédiée au marché du bois, nous on commercialise. C'est pour ça que bon, je vais peut-être raccourcir ma présentation parce qu'on commercialise sensiblement sur les mêmes modalités que l'ONF. Historiquement, on commercialisait principalement les bois sous la forme d'enchères, donc c'est-à-dire qu'on représente le propriétaire dans le cadre de la vente. Et au même titre que l'ONF, il y avait 2 ventes organisées par an, alors qui s'incarnaient, on va dire historiquement à la Chambre d'agriculture. La dimension Covid fait que on est aussi passé à la dématérialisation et donc ça s'est incarné cette année. Donc là, les prix que vous voyez exposés par catégorie d'essence et pas de produits, puisque quand on est en vente groupée, on vend de l'arbre dans son entier, donc il y a différents produits. Là, ce sont des prix moyens sur les 5 dernières années en ce qui concerne les ventes groupées sur pied. Donc on est sur des prix qui sont sensiblement relativement stables pour... Il n'y a pas d'énorme... Excusez-moi, je pense qu'on ne voit pas de prix à l'écran. Là. On voit encore la slide sur les produits récoltés. Ah. Alors, est-ce que là c'est mieux? Non, j'ai l'impression que la présentation est figée. Sur la slide. Ah voilà, là ça a bougé, ça y est. En tout cas pour ce qui me concerne. Alors. Oui, c'est bon, de mon côté aussi. Vous en êtes... À la 3.
À la 3, donc c'était l'évolution de la surface. D'accord. D'accord. Donc là, est-ce que vous voyez le prix moyen par essence Tout à cette fait. fois-ci? Oui? Ok. Oui. On va rester sur ce principe-là. Donc, il faut savoir que par rapport au marché du bois en Occitanie, pour des essences plutôt recherchées comme le Douglas et l'épicéa, nos ventes en forêt privée sont légèrement inférieures aux prix qui peuvent être constatés sur des territoires comme l'Aude, par exemple. Ça s'explique en particulier parce que c'est principalement des acheteurs du territoire qui achètent les bois à nos ventes. Et les acheteurs du territoire ont une valorisation principale dédiée à l'emballage. On a très peu de valorisation dédiée à la construction, à la charpente. Et les produits à forte plus-value, les produits finis à forte plus-value, on a la menuiserie, l'ameublement, etc. Et puis ensuite, on a la construction, et puis vient l'emballage, etc. Là, je vous l'ai fait de manière dégressive. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu cet écart. Et cet écart a été bousculé cette année, puisque cette année, donc, on a un résultat en particulier sur le Douglas, alors qui est sans commune mesure, puisque à titre de comparaison, alors là j'espère que vous avez la tendance des marchés qui apparaît devant vous. Oui. Parfait. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du pin sylvestre, on a peu ou pas d'évolution. Au niveau des pins noirs, on a une évolution, mais c'était lié à une catégorie de produits. On avait des bois, on va dire, de diamètre un peu plus important, et ça a vraiment été une situation d'opportunité. Sur le pin d'Alep, qui est un pin qui est typiquement méditerranéen, là on a une chute du prix moyen, mais qui est liée directement à son principal marché qui est la trituration. Je passerai sur les mélanges de résineux parce que en soi ils ne sont pas des indicateurs forts, et je m'arrêterai donc sur l'épicéa et le Douglas. Donc l'épicéa, on a eu une stagnation des prix après une augmentation sur ces dernières années. Cette stagnation est liée à la crise, je pense, à la crise sanitaire qui touche l'épicéa au niveau national. Et par contre, on a un emballement sur l'achat du Douglas sur pied. Alors, cet emballement est lié indirectement à la crise Covid, puis directement aux effets du confinement. Il y a eu des articles de presse qui sont sortis encore récemment sur la difficulté qu'ont les constructeurs à mener à bien les programmes d'habitation, parce que, entre autres, il manque du bois, donc il y a une augmentation du coût de la matière première ou du produit fini avant la construction. Et l'autre phénomène est lié à ce que la tectonique des marchés est en train de bouger. Jusqu'à présent, en caricaturant un peu, on pouvait présenter la Lozère comme un îlot vert, un peu éloigné des marchés extérieurs, très concentrés sur des marchés locaux. Il y a un changement majeur qui est apparu en fin d'année dernière, l'arrivée du groupe SIAT sur le secteur de la Bruyère et la reprise de Brassac. Donc SIAT, c'est le plus gros scieur national qui intervient donc maintenant sur le secteur Occitanie, change la donne, et on va dire qu'il y a une dynamisation du marché du Douglas. Alors, au même titre qu'on a un affaissement du marché de la trituration, donc de la valorisation des pins, parce qu'il y a des incertitudes sur la pérennité ou l'avenir de l'unité de production de pâte à papier de Tarascon, qui est toujours, au moment où on se parle, en procédure de sauvegarde. Il y a une dynamisation par l'arrivée de ces groupes, donc comme SIAT, sur la captation donc de bois à forte plus-value dédiés à la construction, comme le Douglas. Donc, on ne sait pas si c'est un effet temporaire ou qui va s'installer dans la durée, mais au moment où on se parle, on sait que le Douglas est l'essence qui est la plus recherchée.
En ce qui concerne nos modalités de vente, là, je vous ai présenté nos résultats de vente en en vente sur pied. Au même titre que l'ONF, on a travaillé principalement au développement d'activités, d'actions commerciales complémentaires à la vente sur pied. Donc, c'est la vente en direct. En ce qui concerne la coopérative, c'est sensiblement la même politique que pratique l'ONF, c'est-à-dire que on structure nos actions de commercialisation au travers de contrats d'approvisionnement qui sont principalement dédiés aux structures locales. Alors, par dimension locale, on s'autorise bien sûr à franchir la ligne ou les limites administratives du département, mais globalement, on peut considérer que 90% de nos bois sont sur un périmètre restreint. Donc là, vous voyez des noms que vous connaissez, comme la scierie Buffière, Herma Bessières, le pôle bois qui est situé à Marvejols, Sylva Bois pour l'Aveyron, on a Angèle TP Réseau pour la valorisation bois énergie qui est en plein cœur de commande de Mende, Falcon, CBDG, enfin voilà, on a tenté de créer des liens avec l'ensemble des acteurs des territoires du Gard et de la Lozère. En ce qui concerne la valorisation des produits, c'est à l'image de la forêt privée en Lozère. Alors, les produits récoltés sont principalement... Alors, ils se catégorisent non pas par rapport à leur cahier des charges, mais par rapport à leur destination. À l'heure actuelle, on a 23% de nos billons qui partent à l'énergie, donc soit en cogénération, soit en production d'énergie stricte, et 30% de nos billons qui sont dédiés à la trituration, donc la production de pâte à papier. Par cet exemple-là, on s'aperçoit que plus de 50% des volumes qui sont récoltés sur notre territoire sont dédiés à 2 marchés industriels. Si l'un des deux est défaillant, eh bien, ça handicape la valorisation et la continuité de la récolte des bois qui sont dédiés à d'autres valorisations comme le sciage ou l'emballage pour la Lozère. En synthèse, et pour avoir une cartographie d'ensemble, voilà, on peut considérer qu'on a un peu plus de 34% de nos bois qui sont valorisés en bois d'œuvre, donc à destination des scieries, 30% qui sont dédiés à la trituration et 36% à l'énergie, en associant toute forme d'énergie, en incluant aussi là dans ces 36% le bois bûche. Et là, vous avez donc la concentration de nos marchés qui correspondent à la situation géographique des sites de consommation. Je vous remercie. Merci à vous. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a des questions, en tout cas, il est encore temps de se manifester. En ce qui me concerne, j'en ai une. Je voudrais juste rebondir sur votre remarque sur la formation des prix. Vous sembliez dire que les prix constatés un peu en dessous de l'Aude, vous compariez à l'Aude en Lozère, c'est expliqué par la demande, en fait, par l'aval, et pas forcément, du coup, par l'offre, c'est-à-dire la qualité des bois eux-mêmes. Ça peut vouloir dire que les bois pourraient être plus valorisés s'ils étaient transformés par des entreprises qui se positionneraient sur des marchés à plus forte valeur ajoutée ou... Typiquement, oui, puisque l'exemple du Douglas qu'on a à l'heure actuelle, c'est une entreprise qui est de la vallée du Rhône, qui est venue acheter, qui a fait exploser, on va dire, ses bois et qui va les valoriser. Si vous voulez, c'est pas un problème de qualité de bois, c'est un problème de valorisation marché. Voilà. Donc, à partir du moment où on rentre dans, j'allais dire, la proximité acceptable, parce qu'il y a la question du transport aussi qui a longtemps impacté la possibilité de venir chercher ces bois sur nos territoires. Pour faire simple, ce qui s'achète 70 ici se vend 100 € dans la vallée du Rhône. Pour vous donner les écarts qui nous animent à l'instant T. Donc on est dans une situation... On est dans une situation de rattrapage. Après, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? C'est tout à fait discutable. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour nos marchés locaux? Là aussi, je pense qu'en
en proposant l'approvisionnement, la garantie de l'approvisionnement par nos contrats, c'est aussi le meilleur outil pour rassurer les marchés locaux. Parce que d'une unité de palette, ils ne vont pas se transformer en production de charpente. Ça, c'est pas envisageable. Merci pour cette réponse. Il y a une question de Nicolas Lelong du SDE. Nicolas, si tu peux activer ton micro et prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Il vient de nous présenter du coup les volumes par usage de la propriété privée. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres au niveau de l'ONF? Un peu de savoir quels volumes vont pour le bois industrie, bois d'œuvre et de l'énergie. Alors, c'est sensiblement les mêmes proportions. On en a peut-être un petit peu plus en bois d'œuvre, mais c'est vrai que la palette domine quand même beaucoup sur le département. Tout ce qui est bois construction, ça reste un peu, c'est légèrement supérieur par rapport aux chiffres qui étaient présentés là. Mais c'est quand même une grosse difficulté, en particulier sur les sapins épicés à gros bois et très gros bois, où le tissu de scierie est très très limité. Voilà, mais sinon, par contre, pour ce qui est du Douglas, bon, il est vrai que sur l'ensemble du département, même si on a quelques peuplements et quelques surfaces, on aimerait bien en avoir 10 fois plus, mais on les a pas. Donc, effectivement, les scieurs sont tous demandeurs. On les réserve en priorité à nos clients qui ont contractualisé avec nous, effectivement, sur plusieurs années. Et puis, on a quelques lots comme ça qui peuvent être présentés en vente publique. On en avait un là le 30 mars. Mais effectivement, sur cette essence-là, bon, on regarde un petit peu les choses passer. Alors peut-être qu'avec le changement climatique, un certain nombre de propriétaires privés ou publics vont remplacer l'épicéa par le Douglas, mais là, c'est à très long terme, encore une fois. Sur le pain, par contre, effectivement, on plafonne très vite au niveau des usages et des valorisations. Le pain est quand même de moins en moins prisé pour les usages nobles, même si on a essayé de trier un petit peu de menuiserie, ça reste des volumes vraiment très très limités. Après, dans les valorisations haut de gamme, on arrive à valoriser un petit peu en poteau, avec une industrie comme Lyonnais, Bois par exemple, sur Langogne. Ou quelques autres acheteurs extérieurs au massif, mais ça reste limité à quelques centaines de mètres cubes. Hein. C'est pas des volumes extraordinaires. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, si ce n'est pas le cas, je propose qu'on enchaîne avec la présentation suivante, qui est celle de la Chambre de commerce et d'industrie. Si Violaine est là, voilà Violaine. D'accord, donc c'est à moi, hein, parce qu'il y avait démarche de certification bois des territoires du Massif central. Non, c'est à toi maintenant, oui. Ok, moi je partage mon écran. Ah, excusez-moi. Pourquoi je n'aurais pas bien ouvert? Je glisse du coup l'information, hein, qu'effectivement une intervention était prévue de Clément Blasco sur la certification bois des territoires du Massif central et que cette intervention a été déplacée à une autre date. Et je crois qu'il est par là d'ailleurs, il pourra éventuellement répondre à des questions, mais on a prévu avec les communes forestières que cette présentation ait lieu à une autre date. Bon, je suis désolée, j'ai un bug en fait. On voit ta présentation. En fait, mon PowerPoint qui est ouvert. Oui, c'était pas la bonne, celle qu'on voyait. Partage, et par contre, ça m'affiche un PowerPoint que j'ai pas ouvert depuis longtemps. Donc ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est bon, il apparaît. Bon, ça va venir du coup là.
Merci. C'est bon? Oui, c'est très bon. Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu des entreprises de la filière bois en Lozère, vous donner quelques chiffres sur la filière, continuer d'évoquer peut-être les principales problématiques, le profil, etc. Voilà, donc tout d'abord, j'avais prévu de rappeler ce qu'était la CCI, mais je vous rassure, il n'y a qu'une diapo. Voilà, donc la CCI, on est un établissement public à caractère administratif de l'État, administré par des dirigeants d'entreprise élus par l'État. Et donc notre métier, c'est de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services auprès des services publics lors de réunions, lors de beaucoup de choses, et d'accompagner individuellement ces entreprises dans les thématiques création, reprise, transmission, formation, emploi, développement, compétitivité, performance, développement durable, international, numérique. Donc sur la filière bois, on est beaucoup sur des projets de développement, sur des demandes d'aide financière, comme l'a évoqué tout à l'heure la région. Et sur les entreprises de travaux forestiers, on sera principalement sur de l'accompagnement à la création d'entreprises. Voilà. Voilà, donc là, on vous a fait un petit tableau récapitulatif des entreprises de la filière, donc qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Donc, il peut y avoir certains secteurs d'activité sur lesquels il manquera quelques entreprises qui seront immatriculées seulement au répertoire des métiers. Là, ça peut être pour des petites entreprises du secteur du bâtiment, comme de la menuiserie, éventuellement de la charpente, mais la plupart quand même sont aussi chez nous. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu le poids de la filière bois Lozère sur la région, sachant que la Lozère, au niveau des entreprises, pèse 1% de la région Occitanie sur les 3 critères qui sont le nombre d'entreprises, le nombre de salariés et la contribution foncière. Et là, si on regarde la filière bois, on est à 3% en nombre d'entreprises et en nombre de salariés. Donc c'est quand même une filière qui est assez représentée en département Lozère. Bon, ça, je pense que tout le monde s'en doutait un petit peu, mais c'est bien de mettre des chiffres. Et puis aussi, c'est vrai que tout à l'heure, il y avait l'intervention de la région sur les aides publiques aux entreprises. Je pense qu'il y a une diapo après là-dessus. Je pense qu'on en a pas mal sur des entreprises lozériennes. Voilà. Sinon, au niveau des entreprises, donc principalement de la première transfo, j'aurai un tableau là-dessus pour focaliser sur la première transfo. Autrement, on a principalement des entreprises de charpente, menuiserie. On a quelques entreprises sur fabrication d'objets divers en bois. On n'en a qu'une. Et il n'y en a que 4. Il y en a 4 entreprises. Ouais, 4 entreprises et un salarié pour 4 entreprises. Donc, c'est vraiment des petites structures qui ont pas de salariés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de fabrication de meubles. Alors, des intermédiaires du commerce, donc des grossistes, ça va être beaucoup de grossistes en fait en matériaux de construction qui sont référencés dans ce code NAF-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Imprégnation du bois. C'est des entreprises qui traitent le bois, il y en a 2. Voilà. Donc, un petit focus sur la première transformation. Donc, l'exploitation forestière et les services de soutien à l'exploitation forestière, donc les ETF. Alors, à savoir quand même, donc on a 34 entreprises d'exploitation forestière, 40 entreprises d'ETF. En réalité, des fois, il y a des exploitations forestières qui, en réalité, sont ETF et vice-versa.
Mais en tout cas, ça nous donne un total de 74 entreprises. Et ensuite, des scieries. Alors, les scieries, ce qu'on peut observer, c'est que sur le nombre de salariés, on est quand même à 24%. Voilà. Donc la Lozère, c'est le deuxième département de l'Occitanie en volume de récolte de bois rond. On a des entreprises de première transfo fortement présentes et quand même globalement des entreprises d'exploitation de petite taille. Donc sur le territoire, on a 11 scieries, sachant qu'en 2010, il y en avait 13. Donc il y en a une qui a changé d'activité suite à un incendie et une autre qui a fermé. Et qui a fermé, je pense aussi, suite à un incendie, même si je pense qu'elle avait continué un petit peu après. Je pense que l'incendie était sûrement pour quelque chose. Voilà, donc c'est des scieries qui sont situées à proximité des massifs forestiers. Alors, au niveau de leur équipement, on est majoritairement sur un équipement intermédiaire. En fait, on a 3 niveaux. On va avoir un premier niveau qui concerne une ou deux scieries qui ont un fort volume d'activité, qui ont du matériel de pointe. Ensuite, on a le niveau intermédiaire qui représente 70 à 80% de ces scieries, où on a un équipement intermédiaire qui répond à une demande régionale, amortissement des investissements et charges de personnel relativement lourdes par rapport au chiffre d'affaires. Voilà peut-être une des problématiques. Et un troisième niveau, c'est, voilà, on en a une ou deux petites scieries avec un équipement sommaire qui répond à une demande très locale et qui emploie pas ou peu de personnel. Voilà. Mais majoritairement, on est sur des clientèles régionales. Alors, au niveau toujours des scieries, sur le panorama, alors je regarde en même temps parce que j'avais peut-être des choses que je m'étais notées. Voilà, donc au niveau de l'activité, on a un chiffre d'affaires moyen observé sur les scieries de 1 800 000 €. Alors, on n'a pas les chiffres d'affaires de toutes les scieries, et on a le chiffre d'affaires de beaucoup de scieries. Et je pense que là, c'est la plus grosse scierie qui n'a pas été intégrée dans ce chiffre. Alors, je suis désolée, c'est pas moi qui ai fait le diaporama, c'était ma collègue Émilie Gazagne, voilà, qui est la référente sur la filière bois, qui devait intervenir et qui n'a pas pu être parmi nous. Donc voilà, mais de mémoire, c'était ça. Donc on a à peu près tous les chiffres. Alors en moyenne, on a 80% du chiffre d'affaires qui est sur de la planche à palettes. Donc ça, on l'a évoqué un petit peu déjà tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'effectivement, je ne sais plus qui disait qu'une fois qu'on était sur de la palette, c'était difficile de changer, mais effectivement, voilà, déjà on remarque que les scieurs ont assez de travail, qu'ils ont un outil qui est très très lourd et qui est adapté pour de la palette. Donc de changer de produit, ça serait vraiment compliqué pour eux. Voilà, et on a le sentiment quand même qu'ils ne ressentent pas vraiment le besoin d'aller vers d'autres marchés. Voilà. Ensuite, on a beaucoup des scieries qui font aussi de l'exploitation forestière. Sur les effectifs, on ne peut pas vraiment commenter parce qu'il y a beaucoup de disparités. Hein. Il y a des petites scieries, des grosses scieries. Sur l'approvisionnement, on a un volume annuel consommé de 15 à 20 000 mètres cubes. Voilà, c'est une moyenne qui a été observée sur les scieries intermédiaires qu'on a accompagnées ces dernières années. Voilà, et elles ont un rayon d'action au maximum de 50 km autour de la scierie pour l'approvisionnement.
sur le montant des investissements réalisés par les entreprises de travaux forestiers et par les scieries entre 2016 et début 2021. Donc pour les entreprises de travaux forestiers, elles ont investi 4 millions dans des porteurs, des busqueurs ou abatteuses. C'est des matériels qui coûtent très, très cher. Donc heureusement qu'il y a les aides publiques, région, Europe, DRAF. Et on a un montant moyen par investissement et par entreprise de 312 000 €. Concernant les scieries, il y a eu 4 millions d'investis dans la modernisation de leur outil de production. Donc en 2016, 2017, 2018, en 5 ans, 6 ans, avec des projets très disparates entre 60 000 € et plus d'1 million, donc selon les projets. On a 6 scieries qui ont investi ces 5 dernières années et d'autres qui ont des projets d'investissement d'envergure à venir. Donc concernant nous, ce qu'on a pu noter sur les perspectives et les problématiques pour les scieries. Alors excusez-moi, je regarde si j'ai oublié de vous dire des choses. Alors, concernant l'approvisionnement qui devient de plus en plus concurrentiel, alors du coup, j'ai écouté tout à l'heure les présentations de l'ONF et de la forêt privée qui disaient qu'ils contractualisaient de plus en plus. Donc j'imagine que ça répond sûrement un petit peu à cette problématique-là. Voilà, nous, ce qu'on nous a un petit peu remonté, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs extérieurs au département. Et du coup, je comprends aussi que c'est en raison des prix en Lozère qui ont l'air assez compétitifs. Donc voilà, un approvisionnement qui devient quand même un peu plus compliqué en raison d'acheteurs extérieurs. Bon, une problématique RH, bien sûr, hein, sur tous les métiers, hein, même les métiers qui ne demandent pas de qualification particulière, mais aussi sur les métiers, bien sûr, qui en demandent, comme par exemple tout ce qui est pour les scies de tête, etc. Donc ça, c'est une problématique qui date pas d'hier. Ensuite, donc la réglementation ICPE à laquelle est soumise, je pense, à peu près toutes les scieries. Donc là, il y en a pas mal qui sont en train de se mettre aux normes. Donc ça leur demande aussi des investissements, tout ce qui va être pour la prévention, le traitement des incendies, donc la détection, les bassins de rétention d'eau, les séparateurs d'hydrocarbures, les bornes à incendie. Voilà, donc en cours. Ensuite, la dangerosité du métier. Hein, c'est vrai que c'est quand même... alors, c'est peut-être là aussi qu'il y a le lien avec le manque de salariés, mais je ne sais pas. C'est quand même des métiers dangereux, où il y a, on va dire, régulièrement des accidents. Le manque de disponibilité du foncier pour se développer, alors ça, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de scieries. En tout cas, on a un ou deux cas qui nous ont été remontés où ils auraient souhaité se développer, mais que les terres, appartenaient souvent à des agriculteurs qui souhaitaient pas vendre. Et une complexité de réorganiser l'outil de production. Ça, c'est ce que je disais, par exemple, par rapport à la palette. Mais pas que, même pour rester sur les mêmes produits, c'est vrai que si on veut changer une partie de la chaîne, des fois ça va induire toute une réorganisation avec un espace parfois contraint. Enfin voilà, il y a une grande complexité pour se moderniser en fait quand on est dans une chaîne de production. Voilà, et avec la nécessité d'arrêter la production pendant un certain temps, plusieurs semaines. Alors les perspectives, des transmissions d'entreprises. On a eu des exemples d'une ou deux transmissions récentes, voilà, familiales ou non familiales, et une forte demande quand même des clients qui permet d'avoir aujourd'hui une activité soutenue pour ces scieries. Donc, voilà, et j'en ai fini là-dessus.
Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais enlever le partage. Oui, merci Violaine. Effectivement, là, bon, encore, il y a encore temps de poser quelques questions. N'hésitez pas s'il y en a qui souhaitent le faire. En complément, cette présentation a été très utile et puis en plus bien articulée avec les précédentes, hein, donc de l'amont jusqu'à l'aval. Là, on voit que il y a quand même de la compétence locale à mobiliser. Malheureusement, cette réunion aurait dû se tenir en présentiel, hein, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait envie de réunir tout ce monde et de vous réunir pour plus de convivialité et puis pour que cette information donne lieu aussi à des réactions ou à des échanges plus informels. Bon, on voit en tout cas par la fréquentation qu'il y a eu sur la première partie comme sur la deuxième à l'échelle de la Lozère qu'il y a cette attente et je pense que d'autres rendez-vous seront fixés pour approfondir, pour justement mettre un peu aussi d'informel dans ces échanges, dans toute la filière, hein, j'insiste, entre les institutionnels et les acteurs économiques de terrain, mais aussi entre l'amont et l'aval. Enfin, il y a beaucoup de liens à créer encore, je pense avec nos collègues de Fibois aussi, qui sont pas sur notre table ronde locale là, mais qui sont dans les autres tables rondes départementales et qui ont des compétences à mettre à disposition. Bon, l'objet n'était pas là non plus moi de vous présenter, parce que ça a été déjà un petit peu fait en première partie au niveau régional, toute la palette d'accompagnement de la région et d'ADOC, mais bon, s'il y en a qui souhaitent approfondir un dispositif ou un autre, ils savent que ils peuvent s'adresser à l'agence, à moi, et puis aussi à la CCI. On a l'habitude hein, de s'articuler sur les dossiers, donc n'hésitez pas. Moi, je pense à un programme hein, qui est actuellement en place au niveau régional, qui est celui qui concerne l'industrie du futur. Alors, c'est un terme un peu barbare dans notre contexte, mais il est en fait particulièrement adapté et je ne vais pas le présenter dans le détail, mais j'invite ceux qui sont curieux de cette évolution vers une nouvelle industrie. C'était un peu sous-tendu dans les propos de Violaine. De se pencher sur ce programme qui commence par mettre à disposition des entrepreneurs 5 journées d'intervention par des cabinets très pointus et qui s'adaptent aux petites tailles d'entreprise sur le diagnostic industriel. Et c'est 100% pris en charge par l'État et la région, ce dispositif Industrie du futur. Donc, franchement, j'engage chaque entreprise qui souhaite commencer à envisager sa transformation ou son évolution, parce que la transformation peut avoir déjà commencé, à, à étudier ce dispositif usine du futur. En plus, c'est une façon aussi d'envisager éventuellement des projets industriels financés par le plan de relance. C'est une très bonne première étape, voire éventuellement par les dispositifs qui ont été présentés par mes collègues de la région tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est le petit complément que je souhaitais apporter sans l'avoir vraiment préparé et sans aller très loin parce que je ne voulais pas non plus déborder trop. Est-ce que parmi vous, il y a quelques personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui, je vois une main levée. Je vous invite à ouvrir votre micro, Monsieur Malavieille. Oui, bonjour, Christian Malavieille, président de l'association des communes forestières 48 et membre de l'association Bois des territoires des Massifs central. Très bien. Donc l'objectif des communes forestières, c'était une certification qui garantit la provenance et la traçabilité des bois. Le but, c'est de créer des boucles locales entre les constructeurs, les scieurs, les entreprises ETF. Voilà, ça fait 3 ans que c'est en œuvre. Un des premiers bâtiments qui a été mis en place sous cette certification, c'est la maison du tourisme et du parc à Florac. L'objectif, c'est de garder aussi la majorité de la plus-value sur le territoire, puisque des bois, lorsqu'on met dans la construction, dans les appels d'offres des collectivités en bois, ça vient aussi souvent du bois du Nord. Et la plus-value qui reste au territoire, dans ce cas-là, elle est de 25-28%,
Alors que si c'est du bois local, on a 80% en plus de la valorisation, de la plus-value qui reste sur le territoire. Voilà, donc on continue à essayer d'inciter les collectivités à adhérer à cette démarche pour pouvoir inclure, puisque c'est la seule façon d'inclure une provenance dans les marchés publics. Vous avez bien fait d'apporter ce complément, hein. On ira plus loin sur ce sujet-là. J'avais pu échanger avec Clément Blasco, le chargé de mission Oui. de cette marque, et on a effectivement prévu d'en parler plus longuement. Et donc, certainement qu'on vous proposera un rendez-vous dédié à ce sujet. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, on reste à remercier les intervenants et puis les participants aussi. Je vous donne rendez-vous quand même, je le redis, je pense assez vite, peut-être pas dans le printemps, mais cet automne, pour un deuxième rendez-vous de ce type. On va un petit peu analyser les différentes questions qui nous sont revenues. On va vous adresser un questionnaire de satisfaction dans lequel on va vous inviter à vous exprimer aussi sur les attentes. On sait qu'elles sont nombreuses. Et en fonction de ce retour, on bâtira une prochaine réunion en espérant pouvoir la tenir physiquement dans des locaux où on pourra se retrouver. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants, M. Belin, Greg Perrault et Violaine. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Tous. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne Au fin revoir, de journée. bonne fin de journée.